Arthur C. Clarke a écrit une suite de 2001, un Odyssée de l'espace. Elle s'appelle 2010, l'Odyssée 2, et à la fin, une intelligence extraterrestre transforme Jupiter en une étoile. Alors qu'un groupe d'astronautes échappe de justesse à l'implosion, ils reçoivent le message suivant des extraterrestres. Tous ces mondes sont à vous, sauf Europe. N'essayez pas d'y atterrir. Cependant, c'était juste un roman, mais cela suggère qu'en 1982, nous soupçonnions déjà qu'Europe pourrait offrir notre meilleure chance de trouver une vie extraterrestre dans notre système solaire. 42 ans plus tard, en octobre 2024, la National Aeronautics and Space Administration lance réellement la mission la plus avancée pour chercher des signes de vie extraterrestre. Et elle se dirige vers la lune de Jupiter, Europe. Il y a juste un problème. Jupiter tue tout ce qui l'entoure. Comment la vie pourrait-elle exister là-bas? Et comment fabriquez-vous une sonde capable de résister aux conditions périlleuses? Au plus profond de Jupiter, la pression est si forte que l'hydrogène est censé prendre la forme d'un liquide métallique. Et cet hydrogène génère un champ magnétique incroyablement puissant, presque 20 000 fois plus fort que la Terre, si vous le mesurez à la même distance. Donc, si vous pouviez voir ce champ magnétique depuis la Terre, il apparaîtrait 2 fois plus grand que la pleine Lune. En soi, ce champ magnétique est inoffensif. Mais juste au milieu se trouve le monde le plus volcaniquement actif du système solaire, la lune de Jupiter, Io. Les volcans à la surface de Io éjectent des tonnes de dioxyde de soufre. Et chaque seconde, une tonne de ce matériau est ionisée et piégée à l'intérieur du champ magnétique de Jupiter. Et ce champ accélère ces particules pour qu'elles tournent incroyablement vite avec Jupiter. Elles filent donc à plus de 300 km par seconde. Leur inertie tire en fait sur le champ l'étirant. Et ce matériel piégé s'écrase sur d'autres lunes, éjectant encore plus de particules de leur surface. Ce cycle forme d'énormes ceintures de radiation qui s'étendent au-delà d'Europe et des autres lunes de Jupiter. Cette radiation intense est mortelle pour l'électronique. Dans les années 70, les missions Pioneer 10 et Voyager n'ont fait que passer brièvement près de Jupiter, mais les radiations ont provoqué des dysfonctionnements, donné de fausses commandes aux instruments et corrompu certaines de leurs données. Même avec un blindage moderne, un vaisseau spatial à l'intérieur des ceintures de radiation ne survivrait que pendant environ 3 mois. Alors comment la nouvelle mission de la National Aeronautics and Space Administration, l'Europe Clipper, va-t-elle orbiter autour d'Europe pendant plus de 4 ans sans être grillée? La solution est qu'elle ne le fera pas. Elle orbitera autour de Jupiter de loin, puis s'approchera toutes les quelques semaines pour survoler rapidement Europe et repartir. Et comme la mission va collecter beaucoup de données, elle peut utiliser le temps d'arrêt pendant qu'elle est loin d'ici pour tout transmettre à la Terre avant de faire une autre descente. En tout, elle effectuera 49 survols cartographiant presque toute la surface. C'est en fait ainsi que le Clipper a obtenu son nom, d'après les navires Clipper rapides et agiles du 19e siècle qui entraient et sortaient rapidement des ports. Mais parmi tous les endroits du système solaire où chercher de la vie, pourquoi Europe? Si vous vous teniez à la surface d'Europe, vous seriez frappé par 5400 millisieverts de radiation en une seule journée. C'est 1800 fois plus que la dose annuelle ici sur Terre. Si vous restez ici pendant quelques heures, vous finiriez par mourir de maladie des radiations. Mais Europe contient un secret. Lorsque Voyager 1 a survolé Jupiter en 1979, il a pris cette photo d'Europe. Si vous comparez cela à la plupart des autres lunes du système solaire, vous remarquerez qu'il manque quelque chose. Des cratères. Chaque planète et lune a été bombardée par des astéroïdes pendant des milliards d'années et la plupart des surfaces planétaires le montrent. Mais pas Europe. Alors pourquoi non? Eh bien, quelque chose de récent, disons au cours des 60 derniers millions d'années environ, a dû se passer sur Europe pour effacer la plupart de ces cratères de la surface. 16 ans après voyager, Galiléo est arrivé à Jupiter. Il a passé 8 ans à étudier à la fois le géant gazeux et ses lunes.
le magnétomètre de Galiléo a détecté une anomalie intrigante sur Europe. Les pôles magnétiques de Jupiter, comme ceux de la Terre, ne sont pas alignés avec ses pôles géographiques. Donc, à mesure que la planète tourne toutes les 10 heures, tout le champ magnétique oscille. Ce champ changeant de Jupiter induit un champ magnétique sur Europe, et un relativement fort. Cela implique la présence d'une couche conductrice d'électricité à l'intérieur d'Europe réagissant au champ jovien. Et les lectures de Galiléo indiquent qu'il doit être quelque part près de la surface, seulement à quelques dizaines de kilomètres de profondeur. Alors, quel type de couche conductrice? Eh bien, la surface blanche d'Europe est presque entièrement recouverte d'une épaisse couche de glace d'eau. Ces régions brun-rouge, lorsqu'elles sont observées à travers un spectromètre, correspondent à la description de beaucoup de choses comme des sels hydratés, de l'acide sulfurique ou même des bactéries. Nous avons besoin de plus de données pour être sûrs, mais des expériences récentes à Jet Propulsion Laboratory ont montré que le sel de mer, lorsqu'il est bombardé par un rayonnement intense, passe du blanc à cette même couleur brunâtre que l'on trouve sur Europe. Ainsi, les scientifiques soupçonnent qu'il y a un véritable océan d'eau salée à l'intérieur d'Europe. Il pourrait être profond de 100 km, ce qui signifie que Europe pourrait contenir 2 fois plus d'eau que toute la Terre. Et il doit alimenter une activité géologique qui lisse et renouvelle constamment la surface de la Lune. Mais le système jovien ne reçoit que 4% de la lumière solaire que nous recevons sur Terre. Ainsi, la surface d'Europe est constamment en dessous de moins 160 degrés Celsius, donc on s'attendrait à ce que tout l'océan soit complètement gelé. Mais il existe un moyen de générer de la chaleur qui ne dépend pas du Soleil. Et j'ai une petite démonstration ici pour le prouver. L'orbite d'Europe autour de Jupiter n'est pas circulaire. C'est parce que Io, Europe et Ganymède sont tous en résonance orbitale. Chaque fois que Ganymède termine une orbite, Europe en termine 2 et Io 4. À cause de cela, Io tire Europe vers l'intérieur d'un côté de l'orbite, tandis que Ganymède la tire vers l'extérieur de l'autre, rendant son orbite plus excentrique. L'attraction de Jupiter est maintenant plus forte du côté de l'orbite le plus proche que du côté le plus éloigné. Ainsi, Europe est constamment étirée et comprimée, étirée et comprimée. Vous pouvez voir comment cette balle en caoutchouc devient plus chaude lorsque je la presse. Les scientifiques pensent que le frottement causé par la flexion des marées de toute la Lune peut générer assez de chaleur pour maintenir l'océan liquide. Cet effet devient plus fort à mesure que vous vous rapprochez de Jupiter. C'est pourquoi Io est si volcaniquement active. Donc, vous pouvez voir que cette balle est nettement plus chaude maintenant. J'ai tenu cette balle en même temps pour m'assurer que ce n'était pas seulement la chaleur provenant de ma main. À quelle température de l'océan pensons-nous? Cela dépend donc de sa salinité. Donc, la température de fusion de la glace peut être abaissée de 10 degrés Celsius en dessous de cela si c'est un océan très salé similaire aux océans froids sur Terre. Comment la flexion serait-elle différente s'il y a ce grand océan liquide par rapport à s'il n'y a pas d'océan là-bas? S'il n'y a pas d'océan, Europe ne devrait se plier que d'environ 1 mètre d'amplitude, mais s'il y a un océan là-dedans, alors il se plie avec une amplitude de 30 mètres. C'est donc une déflexion énorme et cela ressortira assez clairement dans les données de gravité. Un autre argument pour l'épaisseur de la coquille de glace, nous voyons ces caractéristiques très étranges à la surface qui sont de forme arquée, mais comme plusieurs arcs mis ensemble. Nous les appelons cycloïdes, un phénomène inattendu sur une lune glacée. Et nous pensons qu'il se forme si une fissure se propage à la bonne vitesse, environ la vitesse à laquelle quelqu'un marcherait, et suit le champ de stress changeant d'Europe étant comprimé alors qu'il orbite autour de Jupiter. Et s'il n'y avait pas d'océan là-bas, il n'y aurait pas assez d'amplitude de ce mouvement pour expliquer la fissuration. Mais la présence d'un océan pourrait expliquer cette fissuration. La flexion des marées pousse le magma du noyau externe vers le haut, en direction du plancher océanique. L'eau qui s'écoule à travers la croûte au-dessus est chauffée et elle récupère des minéraux du sol, les éjectant dans l'océan. Cela crée des cheminées hydrothermales.
Là où ces éléments sont présents sur Terre, la vie s'y trouve aussi. Des milliers de mètres sous la surface, sans lumière du soleil, ces cheminées sont des oasis pour la vie océanique. Les formes de vie ici dépendent de bactéries uniques, des bactéries qui se nourrissent des minéraux des cheminées plutôt que de l'énergie fournie par le soleil. Depuis combien de temps pense-t-on que Europe a un océan? L'âge de la Terre pourrait être de 4 milliards d'années, mais nous n'en sommes pas certains. Cette durée pourrait donner à la vie l'opportunité d'évoluer dans ces océans. Exact, tout à fait exact. Les organismes peuvent utiliser le méthane, le dioxyde de carbone, les réactions au soufre, n'importe quelle réaction chimique que vous pouvez imaginer qui pourrait se produire dans l'océan peut potentiellement être utilisée comme carburant pour le métabolisme de cet organisme. Donc, nous ne parlons pas de chercher des poissons ou des baleines ou des calamars ou quelque chose là-bas, mais de chercher des organismes unicellulaires. Nous étions tellement préoccupés par la possibilité qu'il y ait de la vie sur Europe que lorsque la mission Galileo s'est terminée en 2003, il a été volontairement écrasé sur Jupiter pour éviter le risque de contamination d'Europe. Mais Clipper ne sera pas capable de percer la croûte de glace épaisse de plusieurs kilomètres. Alors, comment allons-nous trouver des preuves de vie sous cette surface épaisse? Ceci est le Snotbot. C'est un drone avec des boîtes de pétri collées sur le dessus et il vole directement à travers les souffles de baleine pour collecter le mucus de baleine ici sur Terre. Et les zoologistes peuvent utiliser le Snotbot pour récupérer toutes sortes d'informations sur la biologie d'une baleine. Et il s'avère que nous pouvons faire quelque chose de très similaire pour les corps célestes aussi. Nous avons en fait capturé des images de geysers d'eau jaillissant d'Encelade, une lune de Saturne abritant un océan souterrain. Et le télescope spatial Hubble a recueilli des preuves de ce qui pourrait être des éruptions de geysers similaires sur Europe. L'espoir est que Clipper pourrait voler à travers l'un de ces panaches, comme le Snotbot, et révéler leur composition chimique à l'aide d'un spectromètre de masse. Mais les preuves d'un océan sur Europe ne sont pas concluantes. Encelade semble être un meilleur candidat. Nous avons des images réelles de ces panaches, que nous avons même traversées. Nous sommes presque 100% sûrs qu'il y a un océan sous la surface là-bas. Si nous avons ces panaches sur Encelade et qu'il y a clairement peut-être un océan liquide là-bas, pourquoi Europe retient-elle plus votre attention que Encelade? Y a-t-il quelque chose qui vous attire? Nous ne savons pas combien de temps il faut à la vie pour commencer, mais il est possible qu'Encelade ait juste commencé à démarrer ses moteurs, alors qu'Europe a probablement évolué depuis longtemps. Étonnamment, être bombardé par le rayonnement de Jupiter rend en fait Europe un meilleur candidat. Voyez-vous, ces particules à haute vitesse qui frappent la surface d'Europe donnent suffisamment d'énergie aux molécules d'eau et de dioxyde de carbone pour former de nouveaux composés comme le formaldéhyde ou le peroxyde d'hydrogène. Et ceux-ci peuvent servir de nourriture à la vie sous la surface s'ils peuvent descendre aussi loin. Et nous avons des preuves du renversement de la couche de glace aux zones chaotiques où la croûte glacée semble être entrée en collision et où du matériau a été poussé dans la couche de glace. Il pourrait donc y avoir des moyens pour ce carburant de la vie de pénétrer dans la couche de glace. Et Clipper n'a pas besoin de toucher la surface pour confirmer cela? Il y a un spectromètre infrarouge pour examiner les empreintes chimiques de la lumière réfléchie par la surface pour aider à identifier et à cartographier où se trouvent les sels. S'il y a des matières organiques là-bas, il y a un spectrographe ultraviolet à bord du vaisseau spatial pour chercher des panaches. Sont-ils là? Et bien sûr, pouvons-nous les traverser? Et ensuite, il y aura une imagerie de pratiquement tout le globe à une résolution supérieure à 100 mètres par pixel. Donc, une caméra prendra des bandes d'images pendant que nous survolons la surface et cela s'appelle la caméra grand angle. Et l'autre caméra, c'était la caméra à angle étroit. D'une altitude de 50 km, elle obtiendra des images d'1 demi-mètre par pixel. Donc, elle serait capable de distinguer mon bureau ici, si elle était sur Europe. Et ensuite, ce serait une future mission comme un atterrisseur qui irait réellement chercher des signes de vie sur Europe. Croyez-vous qu'un atterrisseur pourrait survivre? Il y a eu des études qui disent que nous pouvons faire vivre un atterrisseur sur la surface pendant 1 mois si nous pensons que c'est suffisant pour y aller, ramasser des choses en dessous de la profondeur du traitement par radiation et les mettre dans un spectromètre de masse et voir ce que nous voyons.
mais l'Europe Clipper n'étudiera pas seule les lunes de Jupiter. La mission Jupiter Icy Moons Explorer de l'Agence spatiale européenne est déjà en route vers Jupiter. Elle arrivera dans le système juste 15 mois après Clipper, et elle effectuera même quelques survols d'Europe avant de se stabiliser dans une orbite serrée autour de Ganymède. Donc, l'Agence spatiale européenne aura également une mission là-bas en même temps. Oui, nous avons des conversations informelles avec les membres de l'équipe scientifique de Jupiter, Icy Moons Explorer. Que signifierait d'avoir 2 vaisseaux spatiaux là-bas en même temps? La mission Jupiter Icy Moons Explorer finira en orbite autour de Ganymède et Ganymède a son propre magnétosphère. Nous serons à l'extérieur du magnétosphère de Ganymède, alors nous pourrions dire « Oh, regardez, il y a cette grande explosion venant de Jupiter » et ensuite Jupiter Icy Moons Explorer pourrait dire « Oh, nous avons ressenti cela ici dans nos signaux magnétiques ». Donc, nous n'aurions vraiment pas à faire quoi que ce soit de différent, sauf à nous parler et à nous assurer que la somme de l'ensemble est encore plus grande que ses parties. Europe Clipper devait être lancé le 10 octobre 2024, mais la National Aeronautics and Space Administration attend que l'ouragan Milton quitte la Floride avant que le vaisseau spatial puisse décoller en toute sécurité. Quand obtiendrons-nous les premiers résultats? Vous commencerez à voir arriver des observations lointaines en 2030 alors que nous observons Europe de loin et cherchons des panaches. Et puis vous verrez les premières données de très haute résolution en 2031. Donc après, disons, 26 ans à penser à une mission vers Europe, comment ça fait d'être si proche du lancement? C'est un peu surréaliste, je dois dire. Cela fait si longtemps que cela se prépare, il m'arrive parfois de réaliser que notre vaisseau spatial va être là-haut, dans les cieux, en route. Lors d'une conférence sur Europe à la fin des années 90, la National Aeronautics and Space Administration a appelé Arthur C. Clarke en vidéo. Et après lui avoir montré les plans d'une future mission pour explorer le lointain monde océanique, Clarke a finalement donné à la National Aeronautics and Space Administration la permission d'atterrir sur Europe.